Le Jingbox musical. Toi-même tu le sais, seul le ciel est ma limite parce que sur Dunia. L'affaire du prêt bancaire du Niger auprès de la Banque nationale chinoise soulevait lors d'un débat à l'Assemblée nationale continue de défrayer la chronique. À ce sujet, le ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Cissé s'est exprimé. Les détails dans ce journal-là. Les femmes africaines à la recherche d'une beauté artificielle utilisent de nos jours plusieurs produits cosmétiques sur leur corps, des produits qui ne sont pas sans conséquences sanitaires. Précision dans ce journal-là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette grande édition d'information que nous ouvrons par cette information. Les 4 otages français travaillant pour arriver à lever le 16 septembre 2010 à Arlit au Niger ont été libérés. Selon RFI, ils se trouvent actuellement à Niamey. Le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, et le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sont en route pour le Niger. Une de nos équipes est présentement à la présidence pour d'amples informations. Nous y reviendrons plus en détail sur ce sujet. Toujours à ce sujet, le député de la 9e circonscription des Français à l'étranger s'est exprimé. Il dit, je cite, « J'apprends avec soulagement la libération des otages français. Je salue les efforts de la diplomatie française et le soutien des autorités nigériennes. Je souhaite rappeler à cette occasion ce que j'avais déjà indiqué le 10 septembre 2012, les enjeux étant les mêmes. » Fin de citation. La suite de ce journal à la une de l'actualité politique nationale, l'affaire du prêt bancaire du Niger auprès de la Banque nationale chinoise Exim Bank soulevée à l'Assemblée nationale lors d'un débat continue de défrayer la chronique. À cet effet, le ministre d'État, ministre du Plan Amadou Boubacar Cissé, principal négociateur dans cette affaire, a donné des éclaircissements. Détail dans ce grand format signé Omar Hama. Je crois que l'élément n'est pas encore prêt et nous y reviendrons au cours de ce journal-là. Rencontre ce matin à la Maison des Jeunes et de la Culture Djad Sekou de Niamey entre le gouverneur de la région de Niamey, le ministre de l'Environnement et le maire central de Niamey avec les différentes couches socio-professionnelles. Objectif échanger sur la problématique de l'insalubrité dans la capitale. D'État avec Ali Cissé Ibrahim. Cette rencontre regroupant les associations islamiques et chrétiennes, les groupements de femmes, les chefs de quartier vise à échanger sur la problématique de l'insalubrité dans la ville de Niamey. Il s'agit au cours de cette rencontre de trouver des solutions idoines pour remédier à ce problème. En effet, aucun quartier de Niamey n'est épargné par le phénomène de l'insalubrité. Notre capitale Niamey est sale, vraiment très sale. Et nous devrons à tous les échelons de responsabilité avoir honte vis-à-vis de nous-mêmes et de nos partenaires qui nous rendent visite à Niamey, tant notre cadre de vie est insalubre. En effet, la ville de Niamey donne l'impression d'être un grand dépotoir d'ordures où s'entremêlent des déchets solides, d'objets abandonnés et de pourritures de toutes sortes, notamment pendant la saison pluvieuse, rendant impraticables les voies de plusieurs quartiers périphériques. On doit donc agir, et agir vite. Et pour bien donner à notre chère capitale ses lettres de noblesse, un visage qui fera d'elle Niamey la coquette, Niamey Niala, comme le veulent le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, chef de l'État, et son Excellence le Premier ministre M. Birji Rafini, chef de gouvernement. Tous les avis convergent. Niamey, la vitrine du Niger, est sale, très sale.
Une saleté qui se matérialise par l'état d'immondice, les caniveaux remplis et bouchés et le sempiternel problème des sachets plastiques. Face à cette situation, l'hôtel de ville de Niamey entend organiser des opérations d'assainissement. Nous avons décidé d'engager en tout cas l'ensemble de nos moyens. On parle de nos moyens en termes de matériel de garage à cette action. Nous ne ferons que ça avec le matériel du garage. Pour les autres actions que nous faisons, nous le ferons autrement par les procédures classiques, parce que pour faire une route, on peut trouver un prestataire, mais pour ramasser les ordures, ce n'est pas évident. Nous sommes en train de nous organiser pour la pré-collecte dans tous les quartiers. Si vous circulez aujourd'hui, vous allez trouver partout des chantiers de construction de plateformes. En principe, à Niamey, on en envisage la construction de 200. Ces conteneurs seront vidés par 20 camions polybènes. Donc ces camions sont disponibles, c'est donc les acquisitions que nous avons fait récemment. Au regard de la situation, le président du conseil de ville de Niamey par intérim a pris l'engagement que la question de l'insalubrité à Niamey sera au centre de leur action, et cela avec l'appui du ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable. Voilà, je le disais en début de ce journal, à la une de l'actualité politique nationale, l'affaire du prêt bancaire du Niger auprès de la Banque nationale chinoise Exim Bank, soulevée à l'Assemblée nationale lors d'un débat qui continue de défrayer la chronique. À cet effet, le ministre d'État, ministre du Plan Amadou Boubacar Cissé, principal négociateur dans cette affaire, a donné des éclaircissements. Détails dans ce grand format signé Omar Hama. Les avancées du Niger sont éloquentes. Les résultats obtenus grâce à la diplomatie économique et politique du pays confirment la crédibilité retrouvée par le Niger sur l'échiquier international. Fini le temps où le Niger était mis au banc des nations. En 2011, lorsque le président américain Barack Obama invitait les chefs d'État africains les plus méritants, ceux qui incarnent l'alternance, mieux ceux qui symbolisent la démocratie. Issoufou Mahamadou était du voyage. Ce n'est pas tout. Après 40 ans de léthargie, le président Issoufou Mahamadou a dynamisé la coopération internationale et élargi la carte diplomatique en boostant les relations entre Niamey et Pékin. Aujourd'hui, grâce à la coopération avec la Chine, le Niger est doté d'une raffinerie, d'un échangeur et bénéficiera bientôt d'un hôpital de référence. Du bitumage de la route d'Ifa, frontière du Tchad, la résolution du problème d'adduction d'eau de la ville des Anders, voilà que certains s'étonnent aujourd'hui d'un prêt qui sera contracté auprès de la Chine. Quoi de plus normal que de prêter auprès d'un pays ami dans des conditions les plus normales? Les relations d'amitié et de coopération sino-nigérienne traversent la meilleure période de leur histoire, couvrant de nombreux domaines tels que l'agriculture, le système d'alimentation en potable, l'électricité, les routes, les ponts, la communication, l'énergie, le stade, le palais des sports, la médecine, l'éducation, la culture et la formation. La coopération entre notre pays a obtenu des résultats fructueux. L'approche et la vision du Niger étaient la bonne, mais quand on décide de porter des lunettes en bois, on verra tout en noir. Pourtant, grâce à ces efforts, les indicateurs du développement humain, IDH, ont cessé de clignoter au rouge. La tendance se renverse. Mais l'un des grands argentiers de ce monde, le FMI et la Banque mondiale, prévoient un boom économique au Niger. Avec la mobilisation de ces ressources, les ambitions que Mohamed Issoufou nourrit pour le Niger, grâce au plan de développement économique et social, PDS, les plans d'action prioritaires, PAP, et singulièrement les 3 N, donnent à espérer aux Nigériens. Un tel succès inquiète certains politiciens. Issoufou Katambe, Adi Massaoud et Albade se sont chamaillés. L'État ne peut plus payer les salaires. Et que savons-nous encore? Tout cela n'est pas suffisant. On distribue clandestinement des tracts préparés à la sauce de la délation et de l'intox. Mais comme la mayonnaise n'a pas pris, c'est en plein débat de l'Assemblée nationale sur la révocation du maire central de Niamey que l'on a voulu lever un autre lièvre. Lorsque j'ai été en Chine, dernièrement, j'ai rencontré le directeur général de l'Exim Bank de Chine. Il m'a dit, monsieur le président de l'Assemblée,
Avant-hier, on vient d'accorder à votre pays un crédit de 2 milliards de dollars. J'ai dit, ah bon? Et sur quelle base? Il dit non. Et il y a une garantie sur la production du pétrole sur 3 ans. Ça a été soumis à qui? Ici au Niger. Qui est au courant? 3 ans de production de pétrole brut. Mais hélas, l'effet d'annoncer ressemblera à un pétard mouillé. La première, c'est par rapport au prêt Exim Bank. De ce qu'il avait dit sur le prêt Exim Bank. Je vais vous rappeler au président de l'Assemblée nationale que tous les prêts, toutes les conventions de prêt, il n'y a pas d'exception, il n'y en aura pas, sont soumises à l'Assemblée nationale pour adoption. Et cette convention, quand elle sera signée, elle sera ratifiée, soumise à l'Assemblée nationale pour ratification. Donc il n'y a pas d'exception, elle sera soumise ici. Mais le coup de Massy viendra plus tard avec la précision du planificateur qui ne laisse l'ombre d'aucun doute. En 2 ans et demi d'exercice du pouvoir, la mutation du Niger vers un État démocratique est irréversible. Le Niger sort de son isolement et avance inexorablement vers son progrès économique et social, et cela est indéniable. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de la Croix-Rouge nigérienne ce matin au siège de l'institution. Une cérémonie symbolique qui lance ainsi les activités de construction d'un immeuble à 2 étages
qui fera office de siège pour l'ensemble des représentations Croix-Rouge au Niger. Les détails avec la télévision Dunia. Ce geste simple et symbolique effectué par la première dame Aïchatou Issou Mamadou, présidente d'honneur de la Croix-Rouge nigérienne, consacre la pose de la première pierre du nouveau siège de la Croix-Rouge nigérienne. Un immeuble de 3 niveaux qui sera bâti non seulement dans le but de faciliter la mission humanitaire de la Croix-Rouge nigérienne, mais aussi pour fédérer et coordonner les actions humanitaires du mouvement Croix-Rouge au Niger. Au regard de la multiplication récurrente des situations d'urgence liées au changement climatique, au mouvement des populations, aux conflits armés et intercommunautaires, à l'état de pauvreté et de vulnérabilité des ménages, la Croix-Rouge nigérienne aura besoin de renforcer ses capacités logistiques d'intervention, disposer de ressources humaines compétentes et mobiliser des ressources financières suffisantes afin de maintenir un niveau élevé de rapidité, d'efficacité, d'efficience et de performance dans la mise en œuvre de ces programmes. Cet état de fait nécessite, dans un premier temps, le regroupement de toutes les sociétés nationales sœurs, la fédération et notre société nationale au siège national 6 à Niamey en vue d'une meilleure coordination, d'une dynamique d'ensemble et d'une synergie d'intervention entre elles. D'où la proposition de ce projet de construction d'un immeuble, des boutiques et de réaménagement de l'ancien bloc des classes en bureaux, en salle de réunion et cafétéria ici au siège de la Croix-Rouge nigérienne. Une idée d'union encouragée par les représentants des structures supérieures de la Croix-Rouge pour qui le nouveau centre sera le quartier général pour la gestion des interventions humanitaires au Niger et même dans la sous-région. Ce partenariat que nous menons avec la Croix-Rouge du Niger est principalement basé sur des actions d'assistance un peu partout dans le pays. Mais le CICR considère aussi que le renforcement des capacités de la société nationale est un élément fondamental pour assurer le long terme, pour assurer la capacité de la Croix-Rouge du Niger à opérer de manière de plus en plus indépendante. Et c'est pour cela que le CICR s'est engagé depuis de nombreuses années dans le domaine des infrastructures et plus précisément dans la construction et la réhabilitation de branches de la Croix-Rouge du Niger dans de nombreuses régions du pays. Ce complexe terminé revêt 3 symboles. Premièrement, le symbole de l'unité du mouvement de la Croix-Rouge, car ce complexe aura pour vocation d'unir sur un même toit toutes les composantes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présents ici au Niger. Il revêt aussi un symbole d'entente et d'harmonie, car il disposera d'une salle de conférence moderne. Enfin, un symbole de développement, en ce sens qu'il permettra de donner la possibilité aux Nigériens d'avoir des espaces pour faire des petites activités génératrices de revenus à travers la construction de boutiques de haute standing. Prévu pour être livré dans un délai de 15 mois, le nouveau siège de la Croix-Rouge nigérienne va coûter plus de 370 millions de francs en CFA. Autre aspect de ce journal, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres organise en collaboration avec le ministère de la fonction publique un atelier sur le renforcement de capacités des ressources humaines. Un atelier qui relance les activités du dit centre en Afrique. D'État avec Issa Mustafa et Issa Hassan. Créé en 1970 avec comme pays membres le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire servant de siège, le Gabon, le Niger et le Togo, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC, institution dotée d'une autonomie juridique, administrative et financière. À travers les objectifs globaux, à savoir la formation, le conseil et la recherche, le CAMPC, en collaboration avec le ministère de la fonction publique et des réformes administratives, autorité de tutelle, juge utile de valoriser les ressources humaines de nos différentes entreprises. Le mot de bienvenue et la situation du contexte vient de la secrétaire générale adjointe de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Ce n'est pas un étranger que nous accueillons. Nous sommes membres du CAMPC, la Chambre de commerce est membre du conseil d'administration.
Le ministère de la fonction publique est membre du conseil d'administration. Le Niger a présidé le conseil d'administration du CAMPC. C'est un centre qui appartient au Niger. Il faut que tout le monde le sache, il faut que vous vous impliquez. Quand il y a des réflexions qui vont demander, il faut que tout le monde s'implique, donner son point de vue. C'est un bébé qui nous appartient. Et pour le secrétaire général du ministère de la fonction publique et des réformes administratives, cette formation est une transversale qui concerne aussi bien le secteur public, parapublic que privé. Il exhorte également les participants à suivre attentivement les exposés. L'enjeu de la valorisation et du renforcement des capacités des ressources humaines de l'administration reste la valorisation du capital qui est le fer de lance pour concevoir et mettre en œuvre, évaluer l'impact. Il faut des ressources humaines compétentes et motivées. Et celles-ci ne peuvent s'acquérir que par le biais de la formation et du perfectionnement. Le directeur général du CAMPC, soucieux de la qualité et du nombre de cadres formés par sa structure, nous situe ici les axes prioritaires de la formation. Je me sens au Niger chez moi et l'atelier que nous allons présenter, c'est un atelier de relations publiques et de communication. Nous voulons rencontrer les responsables de la formation et des ressources humaines des différentes sociétés et administrations du Niger pour communiquer, parler du CAMPC, de sa vocation et de sa disponibilité à accompagner toutes les structures dans le renforcement des capacités de leur personnel. Alors ici, la thématique va porter sur la problématique de la formation professionnelle continue en entreprise et dans les administrations. C'est pour partager avec les différents prescripteurs qui sont là la nécessité et les contraintes liées à la formation professionnelle continue. Ainsi donc, chaque année, au moins 2000 cadres de tout niveau et de tout secteur confondus voient leurs capacités renforcées. Le CAMPC, leader de la formation qualifiante diplômante en Afrique, avec 3 diplômes reconnus par le CAMES. Actualité dans nos régions dans le cadre du projet de sensibilisation des populations sur les impacts liés à l'exploitation de l'or. La caravane initiée par le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger s'est rendue dans la région de Tillabéri. Objectif à sensibiliser les populations de Sakwara. Détail avec Ismaël Beidi et Salissou Souley, nos correspondants permanents de Tillabéri. Informer et sensibiliser les populations de la commune rurale de Sakwara sur les impacts sociaux et environnementaux liés à l'exploitation de l'or. C'est le but de cette caravane initiée par le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger, Graines, dans la région de Tillabéri. Dans leur mot de bienvenue, le maire de la commune rurale de Sakwara et le chef du village ont tour à tour salué tous les efforts que le Graines mène sans relâche aux côtés du gouvernement et des partenaires du Niger pour que l'exploitation des mines en général et de l'or en particulier soit sans conséquences fâcheuses pour les populations. Avant d'inviter l'assistance à porter une oreille attentive aux messages dont sont porteurs les membres du Graines. Ousmane Jibo, vice-coordinateur national du Graines, nous tire le bilan de cette caravane. D'abord, nous avons parlé de l'environnement et des impacts. Et donc, ils ont compris que l'or, ce n'est pas de l'argent seulement. Il y a aussi beaucoup d'impacts sur l'environnement. Et nous avons parlé aussi des revenus. Et il y a moins de 2 semaines, le rapport ITE 2011 est sorti. Donc, nous avons un peu livré ce message. Et que c'est vraiment un rapport, c'est lamentable parce que à peu près, ce n'est que un peu plus de 2 milliards que l'or a engrangé pour le Niger, et avec une dividende zéro, et bien sûr, les impôts aussi sur les dividendes, c'est zéro quoi. Ce qui est important, c'est que les populations d'ici doivent se préparer, parce que Samira, comme on l'appelle, est en train de se fermer et donc de trouver un nouveau preneur. Donc les populations de Sakwara doivent se préparer pour que
au moins les populations profitent des ressources. Et ce que nous avons souligné aussi, c'est par rapport aussi aux redevances minières. Et vous savez que les communes n'ont bénéficié que de la redevance de 2010. Et nous sommes en 2013. Donc c'est pas normal. Donc dans notre travail, nous avons sensibilisé la population pour un peu exiger ce paiement. Parce qu'il est temps qu'on paye ces communes pour qu'ils assurent leur développement. Voilà, vous savez, nous avons même changé de position pour être à l'aise. Et c'était un peu du officiel. Mais quand le débat est vraiment, on est rentré au fond du débat, vraiment nous sommes redevenus comme une fada, vous avez vu. Donc c'est vraiment, nous sommes satisfaits. Et nous comptons vraiment sur nos camarades de la région de Tillabéri, les responsables graines, pour continuer le travail. C'est sur une note de satisfaction que la caravane a quitté la commune rurale de Sakwara avec pour prochaine étape la commune rurale de Torodi. La suite de ce journal de nos jours, les femmes africaines en quête de beauté utilisent des produits pour mettre en valeur leurs atouts corporels. Le produit en vogue auprès des Nigériennes serait le Bobaraba. Quelles sont les conséquences sur la santé? Réponse dans ce reportage de notre stagiaire Aïssa Ibrahim. Au Niger, la mode est aux femmes rondes. Après les produits éclaircissants, le phénomène du Bobaraba est la nouvelle tendance qui a pris d'assaut la capitale Niamey. Toutes les femmes semblent vouloir se faire grossir seins et fessiers. Phénomène de mode encore peu connu du grand public, les produits Bobaraba sont utilisés par les femmes pour faire grossir les seins et les fesses. Le Bobaraba est bel et bien à Niamey. On vend des produits pour l'augmentation des seins, des fesses et aussi pour avoir une taille fine. Nos plus grandes clientes sont les femmes mariées. Les produits nous viennent du Ghana, d'Abidjan et du Dubaï, où on les vend à 3 000 voire 5 000 francs. Les femmes achètent ça beaucoup. Que ce soit les jeunes filles et les femmes mariées, les clientes reviennent toujours acheter et on estime que c'est parce qu'elles trouvent satisfaction. Le Bobaraba, à en croire les adeptes, offre bien de beaux gros seins et un derrière rebondi. Bien sûr que ça a marché vraiment. Puisque moi, au début, j'étais mince. Bon, je ne dis pas exactement mince, c'est que j'ai maigri au début. Mais quand je l'ai utilisé, vraiment j'ai eu un changement. Ça n'a pas d'effet secondaire, ça n'a rien. Ça ne rend pas la femme très grosse comme ça. C'est uniquement quelques parties, à savoir les fesses et les seins. Je l'ai utilisé pour être jolie. Ce produit est composé de vitamines, de plantes naturelles souvent, mais surtout de corticoïdes. Un produit qui doit donc être utilisé avec beaucoup de précautions car il peut poser de sérieux problèmes de santé. Il faut noter que c'est des corticoïdes que les femmes utilisent et que vraiment l'utilisation des corticoïdes, c'est des produits qu'il faut manipuler avec précaution. Avec précaution parce qu'en principe, un corticoïde il est prescrit idéalement par un médecin. Parce que c'est un produit qui nécessite vraiment une surveillance. Il y a de multiples précautions qu'il faut prendre avant l'utilisation des corticoïdes. L'utilisation de tous ces produits peuvent engendrer l'hypertension artérielle, ça peut engendrer ce qu'on appelle le diabète. C'est fréquent cette situation. Ça peut aggraver, n'est-ce pas, une infection sous-jacente qui est là. Vous savez, dans les conditions où on est en train de vivre dans nos pays, n'est-ce pas, tropicaux, vous savez bien. Alors, s'il y a une infection sous-jacente, l'utilisation de ces corticoïdes peut effectivement aggraver cette infection, tout comme ça fait fragiliser la peau aussi. Provenant des pays comme le Ghana, le Nigeria ou encore Dubaï, ces produits ne disposent pas de notice ni de posologie. Une baisse de l'estime de soi, vraisemblablement provoquée par cette habitude qu'on prête souvent à tort à la plupart des hommes nigériens en particulier et africains en général, de toujours faire la cour aux femmes rondes, pousse la femme à utiliser ces produits. Mesdames, sachez que celui qui vous conseille vous aime et celui qui vous flatte vous trahit.
Alors, même si l'on n'aime pas sa forme physique, il faut l'assumer. Le public reportage de cette édition est consacré à l'Université libre de Maradi. Après seulement 10 ans d'expérience, l'Université libre de Maradi apparaît comme l'une des meilleures universités privées du Niger. Elle a déjà formé plus de 800 agents de santé d'État avec Moussa Adamou Garba. Créée en 2004 par arrêté numéro 120 du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs et de la Recherche scientifique, l'Université libre de Maradi a officiellement ouvert ses portes en 2004. C'est à la fin des années 2003 que M. Sanifari Idi, alors directeur régional des enseignements supérieurs et secondaires de la recherche scientifique de la région de Maradi, lance l'idée de la création d'une université privée sous l'égide du groupe Sigmatech. Le groupe Sigmatech est composé d'universitaires, professeurs, ingénieurs, médecins, un capital d'expérience, de compétences programmées, activées pour ce projet d'université. Il concevait cette université comme un instrument essentiel au développement fondamental pour la compréhension de la structure et du fonctionnement de notre environnement. Il nous faut des universités. En tant que nation, en tant que société, il nous faut des universités. Pourquoi? Parce que le développement d'une nation, d'une société est soutenu par l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, si nous optons pour un développement social, culturel, économique, etc., il nous faut des universités, c'est un impératif. Il faut que l'État et des promoteurs donc créent des universités, c'est une nécessité. Maintenant, un projet d'une université, ce n'est pas si démesuré qu'on le pense. En ce sens que une université, c'est d'abord un projet d'une dimension sociale. Une université, c'est l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur, c'est la recherche. Il est très fondamental et nécessaire d'installer la recherche. La recherche, c'est elle qui est la sève nourricière de tous les progrès. Tout ce qu'on veut développer, c'est par la recherche qu'on peut le développer. De telle sorte, dès que la première des choses à laquelle nous sommes donc attelés à faire, c'est d'installer la recherche, de motiver la recherche, de trouver les moyens, donc motiver les jeunes, les intellectuels, les ingénieurs, les pédagogues, etc., à faire la recherche. C'est par la recherche qu'on solutionne tous les problèmes. C'est ça qui fait un peu la particularité de l'Université libre de Maradi. Donc, c'est en ce sens que nous avons recherché une autonomie de fonctionnement par la pertinence de nos prestations. Donc, c'est une université donc, mise en place par certes l'aide des pouvoirs publics, mais par des promoteurs qui sont des universitaires, des ingénieurs. Donc, les recherches, les conceptions, la réalisation, l'exécution de tout, depuis l'architecture, les infrastructures, les équipements. Donc, c'est exactement fourni et assuré par les techniciens de l'université qui sont des promoteurs de l'Université libre de Maradi. Voilà à peu près ce qui nous facilite un peu la tâche. C'est un tout, un ensemble qui essaie harmonieusement de s'auto-suffire. Une institution universitaire, une université, c'est un projet, une prestation de longue haleine. Il ne faut pas mettre de la précipitation pour créer des cursus, créer des filières, des cycles, et ouvrir des cycles. Au-delà de la mission classique de toute autre université, à savoir la participation à la construction de l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche, la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique, l'Université libre de Maradi s'est dotée de plusieurs options afin d'accompagner la sous-région au rendez-vous du millénaire, de relever les indices de performance, induire un développement accéléré par un accès à l'enseignement supérieur professionnalisé à tous les bacheliers et la frange active professionnelle. Les domaines des études et la recherche sont définis et déployés dans des schémas directeurs.
Le campus universitaire, construit sur un site de 5,7 hectares, comprend un complexe immobilier de 20 000 mètres carrés, une zone abritant les ateliers et les salles de simulation, les laboratoires, les salles de cours, le bloc administratif et une zone vie et études dotée d'installations sportives et récréatives comme un terrain de football, basketball et volleyball, un cybercafé, une salle audiovisuelle climatisée, sonorisation et vidéoprojection très moderne, offrant un cadre idéal pour les tenues de conférences, séminaires, ateliers et colloques et activités culturelles. Les installations de l'Université libre de Maradi sont réparties sur 3 sites. L'Institut des sciences de la santé dénommé ISB, comportant 3 départements et 11 unités de formation et de la recherche. L'Institut des sciences et techniques du management dénommé ISTM, composé de 2 départements et de 2 unités de formation. Le Centre de laboratoire et de la recherche composé de 2 départements et 2 unités de formation. Le Centre de la documentation et de l'animation pédagogique avec une unité de reprographie, 2 unités de bibliothèque, une unité de curricula et une unité de formation des formateurs. Le centre hospitalier de soins médicaux, le centre bucco-dentaire au quartier Maradawa Maradi, le centre de soins médicaux de Tessawa, le centre pilote de soins et de formation situé au campus de l'université. Les prestations que propose l'université sont assurées par les unités de formation et de la recherche ou unités techniques telles que les unités de soins. Ces unités sont regroupées en départements. Les étudiants inscrits dans les cycles de formation tels que l'ASB, IDE, SFDE, BTS sont préparés et présentés aux examens nationaux. Le taux de réussite des étudiants au titre de cette année est de 79,6% au niveau moyen. Pour le système LMD et les autres spécialités, les examens sont organisés par l'université en collaboration avec tous les partenaires techniques et pédagogiques. Pour l'année académique 2012-2013, le taux de réussite varie de 50 à 60% selon les filières. De 2004 à 2011, l'Institut de santé ISB a formé 812 agents de santé. Il s'agit de 4 promotions d'infirmiers diplômés d'État, 2 promotions d'infirmiers certifiés, 4 promotions de sages-femmes diplômées d'État, 3 promotions de techniciens de laboratoire, 4 promotions de vendeurs en pharmacie, 3 promotions d'agents de santé communautaire, 3 promotions de techniciens supérieurs en soins infirmiers, 3 promotions de techniciens supérieurs en santé publique, option nutrition humaine et 1 promotion de techniciens supérieurs en soins dentaires. Tout ceci est déployé, mis en œuvre et opérationnalisé à 9 ans seulement d'existence. Et cela a contribué d'une manière palpable au développement accéléré de la région de Maradi. Il reste à sauvegarder, consolider et pérenniser ces acquis pour faire du rêve une réalité. Voilà, nous sommes au terme de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes H24 de la télévision Dunia. Au revoir.